Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories, une émission dédiée à l'apprentissage. Ce samedi, à l'heure de l'école à la maison, à l'heure de la digitalisation de l'apprentissage, plongée dans les arcanes du business, des cours particuliers, des écoles alternatives, des méthodes d'apprentissage ultra innovantes et pointues. Philippe Colléon, le patron d'Academia, sera à mes côtés dans quelques instants pour en parler. Et puis, Smart Stories vous a déniché une start-up qui vient de mettre au point une méthode d'apprentissage de l'anglais innovante, voire révolutionnaire. Julie Boucon, fondatrice de Oli Oli, sera également en plateau dans quelques instants avec moi. Smart Stories, c'est parti! Et c'est Smart Leader tout de suite avec Philippe Colléon, président d'Academia, numéro 1 en France du soutien scolaire, un marché évalué à plus de 2 milliards d'euros. Bonjour Philippe Colléon, merci infiniment d'être sur ce plateau. Je le disais à l'instant, 2 milliards d'euros. Comment se porte ce marché du soutien scolaire dans cette période un peu particulière, post-confinement, en pleine crise sanitaire, et quel est le poids d'Academia sur ce marché aujourd'hui ? Alors, il faut bien comprendre que ce chiffre qui est vrai, de 2 milliards par rapport à différentes études, est pris à 80% par le marché au noir, de gré à gré. 80%, je pensais que c'était plutôt 50%. 80%. 80%. Donc, le monde des entreprises, alors Academia, nous faisons à peu près 100 millions de volume d'affaires et on représente 50% de ce marché. Donc, on voit que globalement, Academia et les entreprises comme nous, on représente que 20% de ce marché de 2 milliards. Donc très souvent, je dis ça parce que très souvent on associe ce marché de 2 milliards au monde des entreprises. Alors que le gros du marché, et absolument pas des entreprises, il est ce qu'étaient les petits cours d'avant. Cette concurrence du marché noir, on peut s'y intéresser. Oui. Elle augmente ? Alors, elle se réduit ? Le problème, c'est que le marché au noir, il y a très peu d'études. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a 42% de ce marché qui est fait par des profs en direct. D'accord ? Voilà. Et que sur ce marché en direct, plus de la moitié est fait par des enseignants à leurs propres élèves. C'est là où je trouve qu'il y a une limite de déontologie, qui est interdit dans beaucoup de pays, qu'on est un petit peu jugé parti lorsqu'on fait réviser un élève et qu'on va lui demander un examen la semaine suivante. Quels sont vos moyens pour lutter contre ce marché noir ? Qu'est-ce que vous mettez en place depuis que vous existez sur ce marché ? C'est un problème sur notre secteur qui est le monde de l'éducation, mais aussi qu'on retrouve dans tous les services à la personne. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut mettre en place. Pendant cette période de Covid, où beaucoup d'enseignants n'ont pas pu travailler par définition, ceux qui sont déclarés ont pu bénéficier d'une aide de l'État. Nous, à titre, par exemple, Academia, on a versé plus de 5,7 millions d'euros à nos enseignants. D'accord ? Donc là où, lorsque vous travaillez, bien sûr, non déclaré, vous n'avez bien sûr aucune aide de l'État. Donc, essayer de développer des avantages. Il y a le crédit d'impôt, c'est-à-dire que quelque part, la famille peut bénéficier de 50% de crédit d'impôt. Donc, il y a vraiment une volonté du gouvernement de ramener ce marché au noir vers le marché déclaré. Comment est-ce que vous avez traversé ce confinement, Philippe Colléon ? On pourrait imaginer que justement, avec les outils digitaux, vous ayez pu profiter de ce confinement, ce qui n'a pas été le cas, c'est ça ? Alors, votre question est très pertinente que les autres, mais c'est une perception. On nous demande très souvent, vous avez dû profiter de la crise. C'est une mauvaise perception. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà du Covid, c'est l'arrêt des examens, du baccalauréat, du brevet, de tous les concours de rentrée dans le monde supérieur. Le baccalauréat, on l'a su assez tard, donc les élèves ont... On l'a su avant les vacances de Pâques. Ouais. D'accord ? Donc, quelque part, ce qui est un peu, nous, notre activité forte, qui est sur la fin de l'année, pour préparer effectivement ces concours-là, tout d'un coup, il n'y avait plus de raison de faire de soutien scolaire parce qu'il n'y avait quasiment plus d'école. Alors, ça, c'est un premier pan. Le deuxième pan, c'était comment on réagissait, parce que nous, 95% de notre activité était en présentiel, ou au domicile des familles, ou bien dans nos centres. Donc, il a fallu qu'on réinvente très rapidement des alternatives, et c'est là où il y a eu accélération du distanciel. C'est-à-dire que là où nos cours étaient généralement chez la famille ou dans nos centres, eh bien, heureusement, ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur des plateformes de travail sur le distanciel. Et là, on a effectivement gagné 3 ans d'expérience. Alors voilà pour le constat. Oui. Est-ce que les attentes de vos clients ont évolué avec le Covid ? Est-ce que, selon vous, vous vous trouvez à une période charnière de votre histoire ?
Alors, c'est une période charnière pour plusieurs raisons. On voit depuis septembre, ce sont d'autres familles qui nous appellent pour d'autres motivations. On a complètement rajeuni nos élèves, là où le cœur de notre activité... Quelles sont ces nouvelles motivations? Le cœur de l'activité était plutôt autour du lycée, pour avoir justement le baccalauréat et le supérieur. Là, aujourd'hui, on a une très forte demande sur le primaire et le collège. Donc, on sent aussi que les familles, les mamans, ont besoin d'aide. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Par exemple, on a un développement de plus de 20% sur l'anglais, bizarrement. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il y a beaucoup moins d'activités parascolaires, beaucoup moins de séjours linguistiques. Eh bien, on va se tourner vers Academia pour apprendre l'anglais. Donc, vous voyez, ces périodes-là créent de nouveaux besoins, mais on sent qu'aujourd'hui, beaucoup moins la recherche de gagner trop aucun point de progrès en mathématiques, c'est vraiment un accompagnement des élèves et des parents qui sont demandés. Accompagnement psychologique, accompagnement, je dirais, pour remotiver les enfants. Donc c'est tout ce qu'on pourrait appeler un peu les soft skills, leur redonner confiance en eux. Beaucoup d'enfants, à un moment, ont perdu confiance en eux. Et Pendant le confinement. Pendant le confinement, il y a eu quand même une rupture de 5 mois. Il y a eu beaucoup de dégâts. Donc ça veut dire que vous mettez en place des formations, peut-être avec des psychologues, quelque chose de très ciblé justement pour ce type de population? Alors on travaille dans le groupe, on a une société qui s'appelle Cogitos, qui est spécialisée justement à la fois sur tous les enfants 10, etc. et qui est un accompagnement psychologique sur les parents et les élèves. Voilà, donc on s'appuie beaucoup sur leur expertise. Il y a un réseau à peu près de 60 psychologues en France, donc on va s'appuyer sur l'expertise souvent pour aider, d'abord pour conseiller nos parents, les parents, et puis parfois des cas très individuels, donc les renvoyer vers eux. Mais c'est une période effectivement très très bizarre où, je dirais, tout le monde se cherche. L'école, on est dans un moment complètement instable. Certaines écoles sont quasiment fermées parce que les enseignants sont à contact ou malades, ou certains élèves sont malades. Donc là où la période est bizarre, c'est que l'année dernière, tout le monde était au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'école, donc tout le monde est parti avec des lacunes. Là, ce qu'on voit cette année, c'est que beaucoup d'enfants, à un moment, pendant 15 jours, n'ont pas école. Donc il y a un genre de décalage qui risque de se produire entre les élèves. Et vous êtes là, vous vous positionnez comme une entreprise engagée qui peut lutter contre ces inégalités que vous décrivez? Oui, c'est notre mission. Comment effectivement, aujourd'hui, on continue du présentiel, parce qu'on peut retourner chez famille et nos centres sont ouverts, mais on voit de plus en plus la place du distanciel. Et quelque part, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas appris, l'école n'a pas appris pendant cette période de confinement, comment faire du bon distanciel. C'est-à-dire que derrière ce mot distanciel, on a mis tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des établissements scolaires qui envoyaient le matin aux parents, voilà ce que doit faire votre enfant. Donc les parents sont retrouvés enseignants. Et puis il y a du très bon distanciel. Voilà. Et nous, on a créé une réponse sur du distanciel qui, je dirais, crée ce triptyque autour. En fait, le bon distanciel, c'est une pédagogie totalement adaptée au distanciel, des enseignants formés au distanciel et un outil adapté au distanciel. Et quand vous avez un peu ces trois composantes, à ce moment-là, le distanciel est presque meilleur que le présentiel. Je reviens sur ce chiffre que je citais au départ, 2 milliards d'euros, marché du soutien scolaire. S'il est aussi vaste et s'il croît aussi vite, qu'est-ce que ça dit de notre système scolaire français, Philippe Colléon ? Alors, d'abord, on a une particularité en France, c'est que l'inégalité ne se fait pas tellement à l'école, elle se fait à la maison. C'est-à-dire qu'un lycéen doit fournir en moyenne 400 heures. C'est pour ça qu'on a déconfiné aussi rapidement, hein. On le rappelle. Oui, et un lycéen doit fournir à peu près 400 heures de travail par an. Vous allez dans les pays nordiques, la Suède, la Norvège, il y a les 8 heures à l'école et un élève jusqu'en terminale n'aura jamais travaillé 1 heure à la maison. Donc, la spécificité, c'est cette quantité de travail qui est demandée à la maison. Et du coup, quelque part, cette discrimination, c'est-à-dire que si vous avez des parents qui peuvent vous aider, eh bien, vous êtes avantagé par rapport à des parents qui n'ont pas... quantité de travail à la maison, regardez des pays comme la Corée du Sud, par exemple, où la quantité de travail est multipliée par 10. Oui, mais là, c'est la compétition, c'est autre chose. Il y a vraiment cette notion de compétition qui n'est pas inscrite dans les textes de notre éducation. On ne cherche pas à créer l'éducation, on cherche à éduquer 12 millions d'élèves. Alors, puisqu'on parle de la Corée, on devrait s'inspirer de pays comme cela ? Eux, par exemple, la Corée, ont mis en place un système de e-learning complètement performant. C'est-à-dire que ce qui est dommage aujourd'hui, les Coréens, si vous parlez des Coréens, ont complètement fait une fusion entre le privé et le public, entre les outils disponibles, les pédagogies disponibles, pour mettre ça à disposition de tous les élèves. Donc aujourd'hui, tous les Coréens travaillent en distanciel lorsqu'ils en ont besoin sur un même outil.
Alors, on en vient presque au sujet extrêmement phare de cette interview. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mixer, à faire travailler ensemble le public et le privé en France, selon vous? C'est le sujet. Poser la question éducation nationale. J'ai envie de vous dire, ça fait 23 ans qu'on a créé Academia avec mes associés. On a suivi un million d'élèves. Et que vous êtes force de proposition, j'imagine. On est force de proposition ou d'expertise ou d'expérience, d'accord. Effectivement, on n'a jamais été convié à une seule réunion pour réfléchir sur l'éducation de demain ou sur le besoin des élèves. Voilà, c'est comme dans les hôpitaux, aujourd'hui, il y a le privé, il y a le public. On le regrette, je dirais, vous prenez un couloir de bus, eh bien, il y a les bus et puis il y a les taxis. Il y a le privé, le public. De temps en temps, vous avez besoin de prendre le bus, parfois vous avez besoin de taxi et personne ne se fait le quai de poisson. Qu'est-ce qui pêche? Comment faire progresser, bouger les lignes? C'est qu'on est un miroir de ce qui ne va pas. Dans le meilleur des mondes, Academia ne devrait pas exister. Bien sûr. Donc, quelque part, plus Academia se développe, plus ça met en évidence des lacunes ou des besoins. Mais voilà, donc, comme on dit, quand on casse le thermomètre, il n'y a plus de température. Donc vous n'êtes pas une bonne nouvelle, finalement. On a une bonne nouvelle pour les parents. Bien sûr, qui rentrent dans cette compétition. Elle est d'accompagner autant les parents que les élèves. On va s'intéresser un tout petit peu à votre groupe. Donc vous l'avez dit, un chiffre d'affaires de 110 millions en 2019. Qu'est-ce qui va se passer en 2020, puisque vous avez pris la crise de plein fouet? Alors, nous, on a un exercice un petit peu comme l'éducation nationale, c'est-à-dire que de septembre à août, effectivement, le groupe, sur cette année-là, a connu une régression, donc de 110 millions, on va tourner, je pense, à 95 millions. C'est pas grave, on a le droit de faire un mauvais exercice dans sa vie, il y a pas de raison pour ça. Oui. Non, je vous en prie. Non. Est-ce que ça veut dire que, du coup, à ce moment charnière, vous avez pris un peu le taureau par les cornes, que vous avez pensé Academia différemment? Oui, on doit... Que vous vous appuyez peut-être plus sur la data, sur l'intelligence artificielle, que vous propulsez Academia dans le futur? Comment ça va se passer? C'est notre projet d'entreprise qui doit être modifié. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce que demandent les parents? Qu'est-ce que demandent? On parle de cette génération Z, cette nouvelle génération d'enfants qui sont les digital natives. On parle pas assez de cette nouvelle génération de parents. C'est la première génération de parents qui veut que leurs enfants soient heureux. C'est la première génération, c'est une priorité. Donc tout ce monde est en train de changer. Il faut savoir qu'un enfant écoute en moyenne 12 minutes par heure. Il faut savoir qu'un enfant, au bout de 7 secondes, décide si un sujet l'intéresse ou pas. Donc si l'éducation ne s'adapte pas à cette génération-là... Alors qu'est-ce que vous faites pour vous adapter, vous? Alors quand on parle par exemple alors, je vais vous prendre un exemple. On a monté là en septembre la première école en distanciel. Virtuelle, avec la Fédération française de tennis. D'accord? Donc il y a 52 jeunes en France, jeunes champions, futurs champions. On a monté une école digitale. Eh bien, on va prouver que ce temps d'attention passe de 12 à 47 minutes. Donc c'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité. Aujourd'hui, un élève... Mais là aussi, attention, Fédération française de tennis, vous vous substituez à l'État. Vous vous substituez au sport-études. Oui, donc vous montrez qu'il y a des lacunes du côté du public. Mais on ne peut pas tout demander aussi à l'éducation nationale. Je pense qu'il ne faut pas non plus accuser l'éducation nationale à des obligations de moyens, pas de résultats. Nous, je dirais, en tant qu'entreprise et privée, on a des obligations de résultats. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais lancé le contrat bachelier ou remboursé, ça avait fait un scandale. Oui, c'est vrai, on s'en rappelle. Vos leviers de croissance, Philippe Colléon, c'est l'international. Vous êtes présent, on l'a vu dans l'infographie, à Bruxelles, à Rabat, au Maroc, à Miami. Oui. Pourquoi ces pays-là? Et est-ce que c'est là-bas que vous allez aller chercher la croissance? Alors, au-delà de la croissance, pourquoi Miami, par exemple? Parce qu'il y a 60 000 Français, il n'y a plus de collèges, il n'y a plus de lycées français. D'accord? Il y a un désinvestissement de la culture de l'école française à l'international. Donc vous avez 60 000 familles françaises qui n'ont pas d'autre choix que d'aller dans l'école américaine, premièrement, et qui cherchent à garder un contact avec la France. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand je vous parlais du développement de l'anglais, c'est aussi intéressant d'apprendre l'anglais avec un Américain de Miami qu'avec un professeur en France. Donc ce qu'on essaye de construire, c'est un vrai réseau d'expérience au niveau international. C'est ça qu'on cherche avant tout à construire. Rabat, qu'est-ce que vous y faites? Et quels sont les autres pays sur lesquels vous pourriez, dans lesquels vous pourriez investir et vous déployer? Je pense qu'il faut être très modeste quand un groupe de notre taille, qui reste quand même modeste, veut aller à l'international. Donc on est en train d'apprendre, effectivement, comment on peut aider, suivre les 4 millions de Français qui vivent à l'étranger, comment on peut fédérer cette communauté. Et le distanciel, le e-learning, est passionnant pour ça, parce que quelqu'un qui est en Australie
veut suivre un cours de maths en français, eh bien, grâce au distanciel, peut le suivre. Donc, on est de plus en plus sur, effectivement, cette notion de cours à distance pour pouvoir proposer des programmes français ou simplement développer la culture française. Je reviens sur ma question sur la data. Est-ce Oui. que vous travaillez là-dessus? Est-ce que, en fonction des élèves que vous avez déjà eus, vous créez des profils types? Est-ce que c'est une notion qui est importante au sein d'Academia? On connaît, il y a je dirais, des grands profils d'élèves, il y en a 4 grands profils. Je pense qu'à un moment, il faut surtout pas, enfin en tout cas c'est notre conviction, qu'il faut surtout pas essayer de remplacer l'enseignant par la machine. Ceux qui prennent ce parti pris-là, je pense, se trompent. Je pense qu'à un moment, l'enseignant, quand on regarde un étudiant, quand on le voit froncer les sourcils ou pas, la machine n'est pas prête à remplacer l'intelligence artificielle, n'est pas prête aujourd'hui. Donc, encore une fois, dans nos pivots, je pense que l'enseignant reste le cœur de l'apprentissage. Pas prendre ce pari, pour moi, est une erreur. Par contre, la technologie, en termes d'image, de connaissances, peut effectivement apporter beaucoup de choses. Donc, c'est pas opposé. En fait, il ne faut pas opposer les choses. Il faut jouer à la complémentarité. Philippe Pauléon, je voudrais votre avis sur ce qui se passe à l'international dans cette période un peu compliquée de crise sanitaire. On a vu que certaines écoles avaient fermé au Maroc. On voit que beaucoup d'enfants, que la majorité des enfants indiens sont aujourd'hui déscolarisés. Une jeunesse dans la rue qui va être difficile de remettre au travail. Ça veut dire qu'après des années de croissance vertigineuse, le pays va marcher à reculons. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quel est votre regard sur cette situation dramatique et finalement qui se passe à huis clos dans certains pays? Parce qu'on parle de l'Inde, mais il y en a plein d'autres. La Birmanie, par exemple, on ne sait pas ce qui se passe. Tout à fait. C'est un vrai danger, parce qu'à un moment, au-delà de pour la démocratie et pour la jeunesse. Pour la jeunesse, et est-ce qu'on aura une génération sacrifiée? Et c'est pas possible. On ne peut pas dire, il y a toute une génération, si on prend la France, de 12 millions d'élèves qui vont quelque part, qu'on va sacrifier leur avenir. Donc il faut absolument qu'on réfléchisse sur, au contraire, comment faire une opportunité. Le seul moyen d'en créer une opportunité, c'est de les faire rentrer l'éducation dans le 21e siècle. Voilà, donc c'est d'inventer une autre forme d'apprentissage, d'éducation, justement pour leur donner de l'espoir. On ne peut pas accepter qu'une génération aille à l'école ou n'aille pas à l'école d'abord, ou quand ils y vont avec la boule au ventre. Ce n'est pas acceptable. Donc sur la situation indienne, vous êtes inquiet? Bien sûr. Mais vous parliez effectivement de l'Inde, comme dans beaucoup d'autres pays, où toutes les écoles sont obligées de fermer et où ils sont un peu abandonnés à eux-mêmes. Que l'Inde, le cas aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément la couverture sociale, l'environnement familial, qui leur permet au moins d'avoir un socle, je dirais, de communication, d'apprentissage minimum. Le danger en Inde, au Maroc et dans autant de pays qui sont aujourd'hui fermés. Merci de votre regard sur ce sujet. Philippe Pauléon, je rappelle que vous êtes le PDG d'Academia, numéro 1 en France du soutien scolaire. Vous restez avec nous. La suite de Smart Stories, c'est tout de suite. Et on poursuit cette émission dédiée à l'apprentissage avec un coup de projecteur sur une start-up dans Smart Stories. Julie Boucon, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc la cofondatrice de Oli Oli. Vous l'avez lancée en 2015. Cette application d'apprentissage de l'anglais qui est destinée aux enfants de 3 à 12 ans, qui compte déjà 18 000 inscrits et pour laquelle vous avez levé 900 000 €. Vous l'avez développée en France, on va le voir, à Besançon. Mais cette méthode, c'est le fruit d'une idée qui a germé en Chine. Racontez-nous. Alors, tout à fait. Donc, l'idée est née suite à l'expatriation de ma grande sœur Stéphanie. Donc, nous sommes 2 sœurs à avoir lancé l'application. Donc, elle s'est expatriée pendant 1 an avec sa famille en Chine. Et donc, à cette époque-là, son enfant qui rentrait en CP a donc eu l'occasion d'apprendre l'anglais, puisqu'il était au lycée français, et d'apprendre le chinois. Donc, il est rentré fluent en anglais et il avait des très bonnes bases en chinois. Et c'est vrai qu'en rentrant en France, et notamment à Besançon, donc là où nous habitons en Franche-Comté, elle s'est demandé comment réussir à maintenir au moins le niveau d'anglais. Et c'est là que finalement, elle s'est rendue compte qu'il y avait peu de méthodes efficaces. Et avec Stéphanie, on avait toujours eu l'envie d'entreprendre ensemble. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit, écoute, ça y est, j'ai trouvé l'idée, à nous d'inventer notre méthode et de nous lancer. Alors, on va entrer dans le détail de cette méthode, parce que vous nous faites un joli teasing. Votre promesse, c'est « Parler anglais devient un jeu d'enfant ». Mais c'est si simple de parler anglais ? Alors oui, c'est simple, parce que les enfants ont justement cette capacité, dès le plus jeune âge, à pouvoir
prononcer correctement donc des mots de langue étrangère. Il faut connaître quelques préceptes linguistiques. C'est que jusqu'à 6 ans, quand un enfant apprend une nouvelle langue, on parle encore d'acquisition du langage. Passé 6 ans, on parle d'apprentissage. À 7 ans, des mécanismes d'imitation commencent à s'éteindre. Et à 8 ans, le larynx est définitivement formé, ce qui fait que lorsqu'un enfant apprend une nouvelle langue, il aura une moins bonne prononciation. Donc c'est pour ça qu'on a développé une méthode. Donc c'est une méthode pédagogique structurée en 7 étapes dans laquelle on a introduit de la reconnaissance vocale, puisque pour apprendre une langue, il faut la parler. Et c'est une application qui a la particularité d'être hybride dans le sens où on propose également une mise en relation avec un coach natif pendant 15 minutes chaque semaine. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé sur la tech de cette appli en fait. Contrairement à tout ce qui existe aujourd'hui, puisque c'est un marché ultra concurrentiel, qu'est-ce que vous apportez de différent? Comment est-ce que vous marquez votre différence? Alors notre différence, elle est marquée déjà sur le format, puisqu'on prône aussi un usage raisonné du numérique, et sur le côté aussi pédagogique. Dans la nouvelle version qu'on a développée, on a intégré un peu de gamification pour, garder les enfants plus longtemps dans leur processus d'apprentissage. Mais on reste sur 5 minutes, puisque pour l'ancrage mémoriel, c'est le fait de travailler un petit peu chaque jour qui va permettre aux enfants d'intégrer durablement les notions. Donc c'est uniquement 5 minutes par jour. Tout à fait. C'est ça. Alors dans la même veine que ce que disait mon invité précédent, en créant cette méthode, vous pointez évidemment du doigt, vous profitez d'une brèche, c'est la faiblesse de notre système éducatif. Notre système scolaire en matière de langue, la France est l'avant-dernière au classement européen de la maîtrise de l'anglais. Je vous pose la question également, mais qu'est-ce qui ne va pas en France ? Alors, ce qui ne va pas en France, c'est qu'on commence les langues beaucoup trop tard. Mais pourtant, là, ils ont changé les choses. Maintenant, ça commence au CP. Alors, ils ont changé les choses, en effet. Maintenant, les professeurs des écoles, à partir du CP, ont l'obligation de dispenser 2 fois 45 minutes d'anglais par semaine. Simplement, le problème, c'est qu'ils ne sont pas mieux formés qu'avant et ils n'ont pas de méthode commune d'apprentissage, ce qui fait que finalement, beaucoup de professeurs ne le font pas. Oui. Et c'est justement... Ou ils le font mal. Ou ils le font mal, ou alors ils n'osent pas le faire parce que ils ont cette conscience de se dire « je ne vais pas apposer le bon accent dans l'oreille des enfants ». Est-ce que ça veut dire que c'est contre-productif justement de leur faire commencer au CP ? Ce n'est pas contre-productif, mais il faudrait vraiment réussir à trouver des outils qui permettent de bien faire les choses. Ça veut dire, Julie Boucon, qu'il y a donc un marché qui s'offre à vous, qui est absolument colossal. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce marché ? Alors, il y a un marché... C'est un boulevard. Alors, c'est tout à fait. Il y a vraiment un marché au niveau de l'éducation pour les familles sur le marché français. Et on voit d'ailleurs que pendant le confinement, on a multiplié par 4 notre chiffre d'affaires. Donc, qui s'établit à combien aujourd'hui, donc octobre 2020 ? Donnez-nous un ordre d'idée. Alors aujourd'hui, on a à peu près 18 000 inscrits. 18 000 inscrits, je l'ai dit. Et 200 000 en termes de chiffre téléchargements. Donc ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires ? Alors, on ne communique pas notre chiffre d'affaires, mais on est sur un système d'abonnement à 9,99 € par mois. Donc, c'est ça votre business model. L'abonnement à 10 € par mois. Tout à fait. Par élève. Donc, 18 000 inscrits, il suffit donc de faire une petite multiplication. Et donc, pendant le confinement, ça a été multiplié par 4. Est-ce que vous avez conservé ces abonnés après le confinement ? Alors, il y a eu une petite baisse derrière, mais ce qui était normal. Mais ça nous a fait vraiment... profiter d'une belle croissance. Vos objectifs de chiffre d'affaires à horizon 2021-2022, est-ce que vous les avez chiffrés ? Alors, évidemment, et je dirais qu'aujourd'hui, on a l'ambition de s'internationaliser. Oui. Donc, cette semaine, d'ailleurs, on ouvre... Parce que ça veut dire que le marché français, il est trop étroit ? C'est pas qu'il est trop étroit, c'est qu'on est sur un produit qui, aujourd'hui, dont le champ des possibles est illimité. Notre objectif, c'est de devenir, on va dire, le petit Babel des langues pour les enfants. Donc là, on ouvre à l'Allemagne, l'Espagne et la Russie cette semaine. Et on va ouvrir aussi des nouvelles langues, donc d'ici la fin de l'année. Donc on va lancer l'espagnol. Donc vous allez traduire votre méthode, en fait. Exactement, on garde exactement. Et ça, c'est assez simple. Méthode. Donc vous avez investi dans la tech et maintenant vous traduisez les langues. Exactement. Donc on va lancer l'espagnol, le français langue étrangère d'ici la fin de l'année. Et puis sur le premier trimestre 2021, on lancera également le chinois.
Quid des États-Unis et du Canada? Aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'écoles privées que chez nous, et les écoles privées travaillent beaucoup avec ces outils ludiques. Est-ce que c'est un gros marché pour vous? Et est-ce que justement, ils ont une longueur d'avance parce qu'ils savent utiliser ce genre de produits, d'outils, selon vous? Alors, je pense qu'au niveau de l'apprentissage des langues, les Américains ne sont pas les meilleurs. Donc, il y a également un marché à apporter au niveau du français, pourquoi pas, et le chinois. Et vous parliez du Canada, c'est en effet un des marchés qu'on a visé, et on a développé on va dire un français québécois pour ce marché-là, qui sont très à la recherche de ce type de ressources, et justement de permettre aux Canadiens de maîtriser mieux le français. Quid d'un partenariat avec le public pour dégager des synergies, pour justement booster un petit peu notre apprentissage des langues? Vous y avez pensé, j'imagine. Alors, on y a plus que pensé, Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, ils sont conscients qu'on a du retard. Ils ont envie d'avancer. Maintenant, ça ne se fera pas en 2 minutes. Et c'est pour ça qu'on a signé un accord de partenariat avec la maison Bordas. Et donc, à partir de septembre 2021, on va proposer donc, notre méthode pour toutes les classes de France. Donc, je dirais qu'avec la force de frappe d'un éditeur et notre savoir-faire, ça va nous permettre d'apporter une méthode numérique, donc qui sera différenciante par rapport à ce qui existe. Je reviens à cette aventure familiale, Julie Boucon. Vous avez donc créé cette entreprise avec votre sœur. Pourquoi être deux? Est-ce qu'il y a une force du binôme? Et qu'est-ce que c'est qu'entreprendre en famille, en fait? C'est quand même très original. C'est une force ou une faiblesse? Alors, c'est clairement une force. On a fait ce choix déjà, ça ne nous a pas été imposé. Ce n'est pas comme une reprise d'entreprise familiale. Nous, on a toujours voulu travailler ensemble. Et là, on s'est dit, pour nous, chaque jour, c'est vraiment un bonheur de se retourner, de se dire, oh, t'as vu le chemin parcouru, c'est fabuleux, les étapes qu'on a passées. Et de pouvoir chaque jour, je dirais, inventer des nouvelles choses et continuer d'avancer. Est-ce que ça veut dire qu'une aventure familiale, ça vous rend plus agile, plus efficace pour prendre certaines décisions? Donnez-nous un exemple. Alors oui, ça nous rend clairement plus agile, dans le sens où on est très complémentaires dans on va dire au niveau de la répartition des tâches. Et là où ça nous a rendu plus fortes, c'est que si on n'avait pas été deux, je pense qu'honnêtement, on n'aurait jamais réussi la levée de fonds, parce que quand on est 2 femmes en région comme ça, c'est très compliqué. Alors, on terminera là-dessus, il nous reste 40 secondes. Cette levée de fonds, 900 000 euros, comment est-ce que vous l'avez réalisée? Et il y en a une autre qui est dans les cartons, peut-être? Alors, comment on l'a réalisée? Ça s'est fait avec des fonds d'investissement en région et une femme business angel. Et pour nous, c'était vraiment un souhait de pouvoir avoir une femme dans notre board. Et est-ce qu'une autre levée de fonds est dans les cartons? Je dirais que ça va se décider dans les mois à venir. Mais elle est peut-être là, cette deuxième levée de fonds. Merci beaucoup, Julie Boucon, d'être venue nous voir depuis Besançon, où vous résidez, pour nous raconter la jolie aventure de Oli Oli. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain dans Smart Stories pour d'autres histoires audacieuses d'entrepreneurs. Très bon samedi à vous.